Quelle association est déjà abonnée, j'en sais rien. Merci Ariane. Tout d'abord, je suis désolé, mais un petit problème informatique fait que je n'ai pas de visualisation le joli PowerPoint que j'avais préparé. On a eu un souci. Ariane, qui est une femme parfaite, a réussi quand même à nous garder le logo. Voilà. En deux mots, ce qui au départ était le groupement Préservation Patrimoine Aéronautique, le GPPA, a été créé pour préserver un planeur il y a une quarantaine d'années. L'idée de base à l'époque, c'était c'est un vieux planeur, on le brûle, on fait cuire le méchoui avec. L'ennui, c'est que le planeur en question, j'avais fait mon premier vol solo dessus, donc je leur ai fait une colossale colère, j'ai récupéré le planeur, j'ai acheté de bois pour cuire le bouton, j'ai mis le planeur dans le sous-sol, et ça a commencé comme ça. Je crois, et nous aurons l'occasion d'en parler, que après la maison a grandi, d'abord un peu dans mon sous-sol, puis ensuite l'aéroclub nous a fait une petite place. Suivant le principe du voleur chinois, à chaque fois qu'il reculait de 5 cm, nous on avançait de 10. Et là-dedans, on a eu un peu de place. Puis il a fallu... Oui, bon. Oui, effectivement. Bon. Et puis, donc, il a fallu... le premier coup de chance, ça a été quand le maire d'Angers est venu nous demander de restaurer le premier avion qui avait été construit en Anjou en 1908 et qui avait été malheureusement très abîmé. Ça a été le début d'un travail qui s'est poursuivi et se continue avec la ville, au-delà des hommes et les maires successifs, au-delà des options philosophiques. On a eu à peu près toute la gamme politique à la mairie, et nous avons travaillé la main dans la main. Alors où en sommes-nous actuellement? Eh bien, nous avons profité du changement d'aérodrome d'Avrier, l'ancien terrain historique que nous aimions tous beaucoup, vers le nouvel aéroport de Marseille maintenant, pour que la ville nous construise un très beau bâtiment. Nous avons 5500 mètres carrés de bâtiment, avec 3500 mètres de hall d'exposition, 1500 mètres de réserve, 500 mètres carrés de bureaux et d'ateliers, donc c'est devenu une très grosse boutique. Parallèlement, eh bien, une fois qu'on est devenu musée, ça a été un changement philosophique, parce que très souvent, des associations comme les nôtres, c'est une équipe de fanas qui resteront un avion, un planeur, un objet quelconque. Mais là, la ville avait investi un très gros paquet d'argent, j'ai vu passer le bilan global. C'était pas pour faire un atelier, c'était pour faire un musée. Et là, c'est un changement philosophique non négligeable. Nous avons eu 20% de nos bénévoles qui ont dit « moi, je ne veux pas que le public me regarde travailler ». Ils sont partis. Et ça a été remplacé par d'autres qui ont été formés à la communication. Nous aurons l'occasion de reparler de la communication tout à l'heure. Ensuite, actuellement, donc nous avons ces 5500 mètres carrés. Nous sommes ateliers agréés par la DGAC. Nous avons 184 ou 185 machines, dont une cinquantaine exposées, 14 en état de vol. Et il y a 10 ans, j'ai été le président fondateur, c'est ça qu'on voit les vieux machins, président fondateur, et au bout de 25 ans de présidence, eh bien, je me suis aperçu que j'arrivais au bout de ce que je savais faire. Chacun d'entre nous, on a un niveau d'incompétence, je sentais que j'y arrivais. Donc j'ai demandé à François Blondeau, qui était mon vice-président, et que je sentais parfaitement capable de me remplacer, de prendre la place. On s'est mis devant un café, début du café j'étais président, lui vice-président, fin du café on avait changé, et comme il est aussi démocrate que moi, 8 jours après on a convoqué le conseil d'administration pour le féliciter de l'excellente décision qu'ils avaient prise, qui est contre, merci messieurs, et c'est parti, et ça marche très très bien comme ça. François s'occupe de la partie politique, c'est-à-dire les relations avec les élus. Sur Angers, son métier, il a le très bon carnet d'adresses. À l'époque, nous avons également embauché 2 emplois jeunes, dont un jeune bénévole de chez nous qui était arrivé à 13 ans, nous disant « je ne sais rien faire de mes 10 doigts, mais je connais les avions ». À 13 ans, je me suis un peu méfié, ben, j'avais tort. Il était extrêmement compétent. Il a été embauché comme emploi jeune. Et une jeune femme, qui est partie 6 mois après, c'était une erreur de casting énorme,
et remplacé par une autre jeune femme, Laetitia, qui, outre le fait que c'est une très jolie fille, c'est également une tête, et après 15 ans d'emploi jeune, eh bien, nous l'avons nommée directrice. Elle est directrice du musée depuis 18 mois. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a été structuré le mieux possible avec des gens permanents. Et quand Eric, le gamin de 13 ans, nous a quittés il y a 4 ans, parce qu'il avait trouvé quelque chose de bien mieux payé que nous ne pouvions le faire, bien sûr, dans sa lettre de démission pour nous quitter, il y avait la lettre de démission et sa cotisation de membre au musée. C'est quand même quelque chose d'important. Pour vous donner un peu l'idée de l'ambiance, un jour, François, qui est chef d'entreprise, a été engueuler les deux jeunes qui travaillaient. Il était 19h30, ils travaillaient toujours. Il leur a dit, bon, les gars, il y a quand même des lois sur le travail. 19h30, vous êtes au boulot depuis 8h ce matin. Réponse des deux gamins, oui chef, mais après le boulot, j'ai bien le droit d'être bénévole. Vous avez des salariés qui vous disent ça. Croyez-moi, ça crée des devoirs à un patron. Et donc c'est dans cette ambiance que nous travaillons. Parallèlement, nous avons monté, parce que j'ai toujours été fanat. Bon, d'abord, je suis totalement incompétent de mes 10 doigts. Quand je m'approche de la caisse à outils, je vois mes camarades froncer le sourcil. Et si j'assiste, ils déstockent la boîte à pharmacie. Par contre, je suis beaucoup plus à l'aise sur la partie historique, documentation. Nous avons monté un très très gros centre d'archives, puisque maintenant nous arrivons doucement à 4000 mètres linéaires. À peu près 2000 mètres sur place, et autant ensuite un autre local que nous a loué à un prix très amical, un industriel du coin. Je vous disais tout à l'heure, 200 000 photos, nous avons 3 postes de scanner qui tournent à temps plein ou à peu près. Donc, un gros document. Les bases de données qui ont été faites, que nous avons mises au point, que j'ai transmis à Ariane pour qu'on puisse travailler ensemble. On a mis au point des normes de numérisation. Enfin, chaque fois, ça c'est peut-être un reliquat de mon passé d'aviateur professionnel, chaque fois qu'on fait quelque chose, on l'a structuré, on l'a noté et on a mis en place l'homme qui savait le faire. Et comme, à mon grand regret, je vieillis quand même, eh bien, je suis en train de former mon successeur, qui est un garçon remarquable, qui est un salarié du musée, et qui vraisemblablement l'an prochain prendra le titre de patron des archives chez nous. Donc voilà où on en est. Donc l'idée, vous voyez, ce que veut vous dire ce discours, c'est 2 choses. D'une part, créer une dynamique, créer un contact avec nos élus, nous sommes dans des bâtiments municipaux. Et quant aux avions, eh bien nous en avons 14 en état de vol, et le Moinet Jupiter, qui est le seul capable de voler encore, devrait revoler dans les jours ou les semaines à venir, après 9 ans de restauration. Voilà, plutôt que de continuer à vous raconter, je suis plutôt à votre disposition si vous avez des questions. Et bien évidemment, j'espère que vous nous ferez le plaisir de venir. L'Anjou est un beau pays, le vin est bon, et si Laetitia est de bonne humeur, elle vous fera son sourire resplendissant, mais elle est très souvent de bonne humeur. Merci. Merci. Au niveau participation, est-ce que vous avez des visiteurs? Comment ça se passe? Oui, c'est vrai. Bon. Alors, il est bien évident que quand le maire, la municipalité en 98 nous a construit ce bâtiment, c'était pas pour en faire un atelier. Je vous disais, ça crée quelques soucis avec certains de nos bénévoles. Donc nous avons lancé, avec les emplois jeunes, des actions pour faire venir des visiteurs. Cela s'est traduit, bon, on a fait comme tout le monde, on a essayé les affiches, les articles dans les journaux, ça ne marche pas. On participe plutôt à des salons avec des affiches, ça marche pas mal du tout, ça c'est Laetitia qui s'en occupe et elle est remarquable. Actuellement, ça fait plus de 3 ans que nous sommes à plus de 20 000 visiteurs par an. Cette année, on en était à 22 000, plus ou moins 50. J'ai pas le chiffre précis en tête. L'idée, c'est de développer plusieurs axes. C'est d'abord de préserver notre patrimoine, c'est notre fondamental. Deuxièmement, c'est de démystifier notre aviation. Et ça, c'est capital, parce que tout le monde s'explique que l'aviation, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pas vrai, c'est élémentaire, l'aviation, à condition qu'on veuille bien s'apercevoir que pour faire voler un avion, ben, on n'a pas besoin de grand-chose.
et qu'on soit capable de le restituer. Et nos guides sont parfaitement adaptés à ça. L'idée générale, c'est que nos visiteurs doivent payer les salaires de nos bénévoles. Donc ils savent que leur salaire en fin d'année, c'est le nombre de visiteurs, c'est leur salaire, donc ils se défoncent. Et nous faisons à côté, nous sortons de l'aviation. On a fait comme tout le monde, on a fait des meetings. Ça devient très compliqué, ça occupe nos salariés pendant 4 mois, c'est bon. Et ça rapporte pas grand-chose. Et un jour, Laetitia est arrivée avec son grand sourire en nous disant « J'ai une idée, on va faire une exposition de Playmobil. » On a dit « de Playmobil ?» Attendez, on a fait 9000 visiteurs dans la semaine. Il n'y a pas de mystère. Il faut sortir de l'aviation et faire de l'à côté de l'aviation pour que les gens reviennent. Et tous les gamins qui avaient entraîné papa, maman, grand-père et grand-mère à voir les Playmobil, on a vu les parents revenir 8 jours, 15 jours plus tard. Donc certains avec des papiers, des documents, des archives. Vous voyez, le message, essayons de sortir de notre petit monde hyper structuré qui nous est facile puisqu'on le connaît bien. Et ouvrons-nous vers l'autre. Merci beaucoup pour cet exposé passionné. Est-ce que vous voulez réagir aux propos de Christian? Oui. Denis Parenteau, musée Arcis. Christian nous a pas parlé d'un élément important à Angers, qui sont les archives des avions orphelins. Oui, c'est vrai. Bah, pour tout vous dire, comme je sais qu'Ariane m'a dit que je n'avais que 9 minutes, j'essaye de structurer un peu vite, mais bon. J'ai passé quelques années comme responsable de la réglementation au réseau du sport de l'air, les constructeurs amateurs, dont nous avons ici notre ami Nigel. Au passage, je vous signale pour tous ceux d'entre vous qui restauraient les avions, le livre de Nigel, qui est là-haut, là, qui se cache, dit « Bonjour Nigel », c'est le must, c'est la Bible absolue de la restauration d'un avion. Je vous suggère d'aller lui en parler. Nigel, ça te coûtera un café de droit d'auteur, ça. Bon. Donc j'ai été monsieur réglementation du RSA pendant plus de 20 ans, et quand s'est posé le problème des avions orphelins, c'est-à-dire ceux dont les constructeurs avaient disparu, la DGAC ne pouvait pas continuer à leur donner des certificats de navigabilité normaux, puisqu'il n'y avait plus de suivi de navigabilité. Eh bien, au nom du RSA, j'ai négocié l'arrêté du 12 septembre 2003. On a un bon bout de ma main, et ça s'est très bien passé. Je tiens à rendre hommage à l'équipe de la DGAC avec qui nous avons travaillé. Et ensuite, les plans tombant dans le domaine public, il fallait les récupérer. Donc, le service de l'époque, qui était dirigé par Maxime Coffin, a dit aux entreprises, écoutez, il ne faut pas jeter ces plans. Airbus était prêt à tout foutre en l'air. On a été prévenu à temps. Il ne faut pas jeter ces plans, le musée d'Angers va venir les récupérer. Donc on a fait des camions entiers, des promenades furieuses, on a ramené des mètres cubes. En gros, nous avons à peu près 600 liasses de plans d'avions anciens. Et puis une fois qu'ils étaient là, il a fallu les mettre à disposition. Et un jour, le service de la DGAC me demande si nous avions les plans du Stamp. Réponse oui. C'est arrivé par des jeux successifs chez Airbus. Est-ce que tu peux le faire tirer? Oui, je compte 1511 plans, à peu près 5 € le plan. Je leur dis, attendez, là, c'est une pièce à 8000 €, vous êtes sûr que le gars, il est prêt à mettre 8000 € pour acheter les plans? Donc nous avons passé à l'initiative de la DGAC un contrat qui chaque année, nous donnait une certaine somme qui représentait 80% du total, donc on mettait les 20% suivants, pour numériser ces plans. Ce qui fait qu'on a travaillé avec une entreprise qui n'était pas très loin, qui a fait un très bon travail, avec un deal assez simple. La DGAC récupérait évidemment 2, 3, 4, 5, enfin autant qu'ils en voulaient, CD ou DVD avec ces plans, pour leur propre service, que nous étions évidemment au service de la DGAC chaque fois qu'ils posaient une question, que nous étions autorisés, parce qu'on avait mis 20% qu'il fallait quand même rentrer, bon, il n'y a pas de mystère, on mettait 5000 € de la poche du musée, on en vend une trentaine par an, 5000 divisé par 30, ça faisait 150 € la liasse de plans. Alors on a réfléchi à des tas de solutions, on a dit allez, un CD égale 150 € et c'est parti.
Et donc, nous, pendant des années, nous avons un peu saturé le marché avec ça. Maintenant, le marché est à peu près plein, mais nous avons quand même des demandes d'aviation civile étrangère qui ont encore des avions français, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a 3 mois, il y a Singapour qui nous a appelés en disant il y a un gars qui a un stamp à Singapour. Singapour, c'est gros comme un département français. Bon, donc ça nous permet de diffuser, de faire connaître la France, de faire connaître la DGAC et ses services, de faire connaître l'Anjou. Et tout ça, c'est une politique de communication, encore une fois. Pour ma part, d'abord, la salle d'archives chez vous, c'est phénoménal, quoi. Quand on entre là-dedans, il faut une sacrée protection parce que c'est du papier partout. Et pour les risques d'incendie, je suppose que vous devez aussi avoir une bonne couverture. Je sais aussi que vous êtes intervenu pour Vannes, puisque le musée, le MAM, le musée de l'aviation à Vannes, va faire leur commémoration centenaire du terrain pour le débarquement des Américains en 1917. Or, il faut savoir que les Américains, avant d'arriver en guerre sur le front, ont été d'abord formés au niveau aviation à Vannes. Et c'est d'ailleurs aussi à Vannes qu'ils ont eu leurs premiers avions, si je ne me trompe pas. Ils ont acheté les avions en France sur place. Or, je crois que vous êtes intervenu aussi pour des histoires de pièces, non? De pièces d'avion. Oui, alors c'est comme d'habitude, c'est pas si simple que cela. Bon, d'abord à Vannes, avant il y avait une petite structure tenue par un garçon qui s'appelait Paul Aupois, l'homme montagne, 1m93, 125 ou 130 kilos à lui tout seul, mais une montagne de gentillesse. Un ancien mécano de l'armée de l'air qui avait monté une structure, c'était au départ les ailes anciennes armoriques, et puis, mais lui c'était un mécano mécanisant, totalement incapable de communiquer, ce qui fait qu'un jour, qu'il est arrivé, ça a cassé avec sa municipalité. Bon. Là-dessus, nous avons été chargés, parce qu'on avait d'excellents, et nous avons toujours de très bons rapports, de dispatcher les pièces de ce musée. J'étais bien embêté parce que les pièces de ce musée, c'était essentiellement des avions d'origine militaire, totalement en dehors de notre zone d'activité. Donc on les a dispatchés à toutes les associations qui s'occupaient de cela. On a gardé un moteur, je crois, ou deux, enfin pratiquement rien pour nous. Et puis, un groupe s'est créé, le musée... Le MAM, c'est... Le MAM, Musée Aéronautique du Morbihan, voilà, c'est ça. Bon, les successeurs sont venus nous voir, après une petite période de flottement, parce que chacun cherchait un peu à savoir qui était qui. Ça s'est très bien passé. Nous allons les aider dans la mesure de nos moyens, parce que Vannes, ce n'est pas chez nous, nous n'avons pas beaucoup de documents sur Vannes, mais ce que nous avons est à leur totale disposition. Voilà. Et en particulier, je leur ai repassé quelque chose que j'ai trouvé dans les archives de Ariane, qui était une très belle photo, non, 4 très belles photos du terrain de Vannes prises en 1945, juste après la libération. Voilà.